Le séjour parisien du professeur Théophile Obenga a réveillé la fierté panafricaniste du monde noir. Que l'on vienne de la Guyane, de la Martinique ou d'autres Antilles, de l'Afrique ou des Amériques, historiens, philosophes, sociologues, mais que sais-je, est-il que le monde a répondu à tous les rendez-vous dédicaces du professeur lors de la présentation du livre « Reconstruction du Nilo Atlantique ». C'est un essai qui s'inscrit dans la continuité des travaux de Cheikh Anta Diop et bien sûr de lui-même Théophile Obenga. L'auteur apporte la clé de l'authenticité africaine de l'Égypte ancienne. Il use de 3 méthodes dans celle comparative de la linguistique. Pour Théophile Obenga, toutes les langues se valent, il n'y a pas de sous-langue et l'histoire nous enseigne mieux sur la racine des langues anciennes de l'Égypte. Qu'ils ne se trompent point, ceux de la droite, de la gauche ou socialistes français qui ont tendance à détourner l'Égypte de l'Afrique. Je vous propose ici la synthèse prononcée de nos différents reportages lors des dédicaces du professeur Théophile Obenga et les réactions du public. D'abord, aux éditions en présence africaine, ensuite, celles organisées à l'ambassade du Congo en France par la demande justement de l'ambassadeur Rodolphe Aldada lui-même, où d'ailleurs a été célébré les 90 ans du pédagogue infatigable, le professeur Théophile Obenga. Si, beau gosse. Merci. Pu voler la vedette lorsque le maître de cérémonie annonce l'entrée du gâteau d'anniversaire de celui qui vient de totaliser 90 ans, celui qui a consacré sa vie entière à la quête de la grandeur de l'identité de l'homme noir, pour ne pas dire l'Africain et son histoire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Aborino Bawa, Aborino Bawa, Aborino Bawa, Mwene, Aborino Bawa. Les larmes du nonagénaire ont fait couler celles de quelques invités. Pourtant, nous étions tous venus réécouter à cœur joie le professeur Théophile Obenga. La deuxième dédicace de son livre « Reconstruction du Nilo Atlantique » après l'exploit enchanté chez Présence africaine, un ouvrage qui est le résultat d'une rigueur scientifique, de facto intellectuelle. L'auteur dit l'avoir peaufiné pendant 40 ans et avec en tête une phrase, la phrase de son cheikh Anta Diop, Théophile, ce livre, il faut l'écrire. Voilà, c'est ça le problème de fond. Un jeune Sénégalais, c'est Cheikh Anta Diop, il vient en France à 24 ans, étudiant. Il a fait 24 ans, 2 ans après. On lui a dit à Dakar, on l'a enseigné au lycée, que les Africains n'ont pas une histoire, en tout cas pas une longue histoire, à peine Mali, etc., sont là, Ghana, c'est pas loin, quoi. Ils n'ont pas d'histoire. Bon. Il n'a pas les moyens à Dakar, il est convaincu, enfin, pas convaincu, mais il accepte. Il dit, tiens, on n'a pas d'histoire, c'est quand même curieux de tous les peuples de la terre.
Donc on est esclave, donc c'est bon. On est colonisé, on est etc. Donc, mais pas d'histoire. Un peuple sans histoire, peut-il exister réellement? Donc il va m'exclure de l'humanité. Guel exclu, vous êtes pas de l'humanité. Sarkozy vient de le faire récemment à Dakar, en 2007 je crois, que l'Afrique n'a pas d'histoire, n'a pas le risque de l'histoire, ne connaît pas l'histoire, vit selon les saisons et les climats. Il n'a aucun risque dans la vie. Voilà, il n'est pas un homme historique. Cheikh est arrivé en France, jeune, il s'émancipe, il fait chimie, il fait physique, il fait sciences humaines, il fait philosophie, il fait beaucoup de sciences. Il dit, donc on n'a pas d'histoire, c'est quand même curieux. Je vis sans histoire, il faut que je règle ce problème-là. Il se règle, il se rapproche de Marcel Griol, il fait l'ethnologie, il voit de ses amis à lui, les Ahmadidiens, il fait des bouquins arabes, qui étaient le Tariq el-Fetash, le Tariq el-Soudan du Mali, de Tombouctou. Il connaît un peu l'arabe coranique, donc il s'initie, il s'ouvre l'esprit encore, le grec, le latin, et il se rend compte que finalement il y a une histoire quand même. Il y a une histoire des Wolofs, que même les femmes ont dirigé, d'après la Voilà. Il y a le Mali, Ghana, sont rares. Il y a eu même qui ont traversé l'Atlantique. Il y a les témoignages des auteurs arabes. Il y a des rois qui partaient à la Mecque déjà avec beaucoup d'argent, etc. Donc il y a quand même une histoire. Il avance, et il va raconter l'Égypte. Il a dit, c'est pas possible. Même l'Égypte, il est émerveillé. Il doute, il est émerveillé. Bon, habituellement, l'autorité fait que tu n'en parles pas, il cache. Il a dit non, je dis la vérité, je dis qu'on a falsifié l'histoire africaine, et voici la vérité. Alors, tout l'Occident, sans exception, de gauche, de droite, communiste ou pas, on s'est acharné contre Cheikh Anta Diop. Et nous, les Africains, on a eu peur. Comme un petit négro comme ça, peut avoir peur, peut avoir raison contre tout l'Occident quand même. Et contre les guerres, contre les Kant, contre les grands historiens quand même. Ça, c'est... bon, et Obenga comprend pas aussi, c'est un peu fanatique aussi. Ils ne sont pas internationalistes, c'est des nationalistes. C'est comme ça, oui. Je dis, mais moi, Cheikh Anta Diop est plus au Karl Marx. Oh, c'est un crime, tu es criminel. On ne pas des choses comme ça. Je dis, oui, mais Karl Marx, c'est important le capital, on ne peut pas nier ça. Mais Cheikh a fait plus pour eux que le capital. Il dit, non, vraiment, toi, on ne peut même pas discuter avec toi. C'est du fanatisme, c'est la bourgeoisie, etc., etc. Et Cheikh a tenu tout seul, tous les colibés. Pendant 20 ans, tout seul, malheureux, personne ne le suit, on a peur. Si tu fais pas ça, la thèse ne passe pas en Sorbonne, les Moni, les Suré Canal, tout le monde, les Cornevin, ceux qui dominent, on lit leurs livres et tout le monde a peur, aucun Africain ne le suit. Tu discutes avec Cheikh Anta Diop, tu vois qu'il est sincère, qu'il ne ment pas, mais comment on n'est pas avec lui? Il dit le combat n'est pas tellement entre moi et les Africains. Ils verront plus tard. Le combat, c'est avec les autres. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Il faut avoir un caractère et une conviction forte pour l'Afrique. Il parle de l'unité culturelle de l'Afrique. L'Afrique, il a une unité culturelle. Mais c'est un rêveur, quoi. L'unité culturelle de l'Afrique, moi, on est tous culturellement unis. Il dit oui, l'Afrique est unie culturellement, avec nos divers, etc. Il reste encore dit l'histoire que l'Afrique noire, avant la colonisation, l'Afrique noire, avant avant la colonisation, il y avait des universités à Tombouctou, on donnait les diplômes, il y avait des grands savants, etc. C'est vrai ça, il y avait des universités, il dit, mais c'est vrai, c'est écrit même sur eux. Mais quoi, c'était un magicien ou comment il invente, quoi. Et tout seul. Ensuite, il fait la chimie, il traduit tous les concepts chimiques en Wolof. On dit qu'il peut faire des petits Africains, des physiciens.
Non, il a dit, c'est pas ça le but. Le but, je montre qu'une langue est capable de traduire n'importe quel concept dans une autre langue. C'est tout ce que je veux démontrer. C'est pas la langue primitive ou sauvage. Il était combattu. Alors, en gros, voilà la bataille. Vous connaissez la conférence de Caire. En gros, l'Égypte n'est pas sur le continent africain. C'est au Proche-Orient ou la Méditerranée orientale. Cheikh a dit non, c'est sur le continent africain. C'est la basse vallée du Nil. Le Nil commence dans les grands lacs, etc., au Grand Victoria, les grands lacs. C'est là que le Nil commence, il va tomber dans la Méditerranée. C'est un pays du grand lac, du Nil, c'est un pays nilotique. Ah, d'accord, finalement l'évidence est faite. Ensuite, il dit les gens qui habitaient là-bas, qui ont été responsables de cette civilisation, les pharaons qui ont bâti les temples, les pyramides, etc., ils étaient des Noirs africains comme les autres Noirs, naturels du continent africain. Les Grecs, ils les ont vus vivants, pas momifiés, mais vivants. Confirme ça, ils étaient les cheveux noirs, les cheveux noirs et la peau un peu crépue, et la peau noire et les cheveux crépus. Ils le disent, donc ils étaient vivants. Je retiens d'abord le courage intellectuel de Théophile Obenga. Il l'a rappelé, il n'était pas tout seul, il y avait Cheikh Anta Diop qui était un peu son maître, mais il a réussi, devant des intellectuels français connus, reconnus, à tenir le cap en disant « je pense qu'il y a eu des erreurs linguistiques qui ont été faites ». Et nous sommes modestement en train de rechercher quelle est la vérité et essayer d'aller un petit peu plus loin que ces errements avec lesquels on essaye de nous bercer. Et il a vraiment essayé de trouver quel était le fil conducteur d'une cohérence linguistique qui serait valable pour toute l'Afrique. Et il a fait ça un petit peu contre un certain nombre d'intellectuels européens, qui pour des raisons diverses, de temps en temps de très bonne foi, de temps en temps parce qu'ils pensaient que non, l'Afrique n'était pas aussi intelligente qu'on allait le dire, il fallait trouver des moyens de dire que justement, il y avait d'un côté l'Égypte et la grande civilisation pharaonique, et de l'autre côté l'Afrique. Théophile Obenga dit, bah non, l'Égypte appartient à l'Afrique, et toute la réjouissance culturelle et tout le prestige culturel de l'Égypte, il rejaillit sur l'Afrique car l'Égypte appartient à l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose dont les linguistes européens ne voulaient pas d'une certaine façon. Il a eu le courage de dire ça et de continuer son cas de façon extrêmement rigoureuse en disant « si je trouve ça, tant mieux, si je trouve pas ça, je remets le métier sur l'ouvrage sur le métier et j'essaye de pousser plus loin ». C'est ça en fait des vrais scientifiques, des vrais chercheurs. Ils ne se découragent pas, ils acceptent de temps en temps l'échec, ils continuent à chercher. Quand ils ont trouvé quelque chose, ils sont bien contents, mais ça ne les empêche pas de continuer après. Ils ne s'arrêtent pas. C'est ça la leçon du professeur Théophile Obenga. Regardez-le, il a 90 ans. Il parle avec une clarté, avec une limpidité et une simplicité formidable. C'est un vrai intellectuel. Et c'est un intellectuel africain. Je suis bien content que dans cette maison commune du Congo, à l'ambassade de Paris, une personnalité de cette taille puisse être acclamée par une bonne centaine de personnes et puisse s'exprimer autour de son dernier livre. Non, les problèmes ne sont jamais résolus. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas comprises. Quand on a passé une étape, tant mieux, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dire, ça y est, maintenant, on a tout fini, on a tout compris. Allez, je peux aller me coucher, j'ai fini mon travail. Ben non, lui, il a 90 ans, il continue à travailler. C'est ça une vraie leçon. Non, certaines choses sont résolues. Tant mieux. Quand une chose est résolue, on avance pour voir la suivante. Un grand monument, vivant. Et là, il faut vraiment le remercier pour ce qu'il fait encore aujourd'hui, vu son âge. Parce que ce qu'on retient d'abord, le professeur, c'est le colloque du Caire, 74, où
il arrive à prouver avec Cheikh Anta Diop que l'Égypte ancienne est effectivement africaine et elle n'est pas autre chose qu'Afrique. À partir de ce moment-là, ce monument que nous avons aujourd'hui, nous ne faisons que suivre ses traces. Et je pense qu'il faut tous qu'on soit derrière lui, qu'on l'encourage à continuer et qu'on le soutienne dans ce sens. Et encore aujourd'hui, il nous sort en vrai quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel sur les langages, sur l'écriture mimétique. En réalité, rien n'a réellement changé. Mais le plus important, c'est ce que nous voulons. C'est à nous de faire les choses. Et c'est à nous de continuer et d'imposer notre savoir-être, notre savoir-vivre et notre vision du monde. C'est le plus important. Moi j'ai fait à l'origine un cursus d'ingénieur et j'ai découvert Cheikh Anta Diop et je me suis dit à l'époque, bon, on ne peut pas faire mieux, ce n'est pas la peine de machin, bon, c'est un grand homme, c'est un génie, etc. Et puis c'est en lisant la philosophie pharaonique du professeur Théophile Obenga, j'ai dit non, les Médoudes étaient les hiéroglyphes, c'est trop beau, je veux être aussi égyptologue. Voilà. Et puis j'ai fait des études en plus d'égyptologie. Et puis après j'ai rencontré le professeur Théophile Obenga lorsqu'il avait invité Cheikh Modibo Diarra, le navigateur interplanétaire, le Malien qui a fait poser le robot sur Mars. Voilà. Je l'ai connu, je l'ai vu physiquement, tout ça. Et puis après, il y a eu une amitié, ce qui fait que quand il est parti professer aux États-Unis, à l'université aux États-Unis, c'est moi qui l'ai remplacé à Kepera Chabaka, dans l'institut Kepera Chabaka, pour faire les Médounétés, pour être professeur de hiérographie. C'est pour dire comment je suis redevable à cet homme, quoi. Parce que moi, le tout petit qui sortait de trou à la Martinique, là, et j'ai rencontré le grand professeur Obenga qui m'a fait confiance, et puis je me suis retrouvé professeur à l'Institut Kepera Chabaka. Voilà, et je lui dois énormément, beaucoup de choses. Ça fait vraiment un éminent penseur, en tout cas multidisciplinaire, donc égyptologue à l'origine, et ensuite philosophe, linguiste. Il a ouvert pour moi la voie de la préhistoire, je suis préhistorien. Et donc beaucoup de disciplines qu'il a su très bien maîtriser. Et voilà. Ça c'est en fait un volet de ce que nous attendions, lui et moi, de ce qu'il va léguer à la postérité comme héritage. C'est un monument, cet homme-là, quand j'ai appris qu'il venait, je me suis dit, il est né en 1936, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est une bibliothèque, je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis impressionnée par son niveau de connaissance et sa rigueur dans l'analyse, l'insistance sur la science, l'aspect scientifique. Tout est démontré, c'est pas gratuit ce qu'il dit, c'est pas gratuit. Moi, je suis bluffée. Donc moi, je fais le lien avec Théophile Obenga parce qu'elle me dit, je pense que ça t'intéresserait parce que toi, tu es je ne suis pas fan, mais j'ai beaucoup
d'intérêt pour l'histoire africaine que je lis avec l'égyptologie, puisqu'on essaye de nous enlever notre histoire, qui est la nôtre, parce que l'Égypte, c'était Kama, le pays Kama, et c'est le nôtre. Et je sais que Cheikh Anta Diop, toute sa vie, il a démontré, il a démontré, il a étudié, il a prouvé que c'était notre histoire. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'a pas fait seul, il a fait avec Théophile Obiega. Et j'ai appris beaucoup sur les langues, sur tous les obstacles qu'ils sont traversés jusqu'à présent, parce qu'il y a un narratif qui est là. Et donc il faut trouver à chaque fois ce qu'on dit, même scientifiquement, pour supporter ce qu'on dit une thèse, pour être reconnu et pris au sérieux. Et c'est ce que, en gros, le docteur Théophile Obiega nous a dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, Africains, on est jeunes, on a tous les outils qu'il faut le faire, puisqu'on est plus libres qu'eux, ils étaient à l'époque. Et ils étaient seuls devant beaucoup d'instituts. Ils ont risqué leur vie. C'est d'ailleurs c'est pas un miracle de voir c'est un L'auteur use de la linguistique à travers 3 méthodes, dont celle comparative du chamito-sémitique afro-asiatique. Il signe et persiste, l'Égypte pharaonique est entièrement noire. L'autochtone, même le premier historien l'a dit, le système culturel linguistique reste africain. De ce qu'il a dit au niveau de la conférence ce soir, pour nous, on a une orientation. Il a permis de dire que toutes les langues africaines ont quelque part une source commune. Donc, comme disait le journaliste, c'est-à-dire une proto-langue. Maintenant, quelle était cette proto-langue? On n'a pas eu de réponse ce soir, donc j'espère que le bouquin y répond. Et deuxièmement, ma préoccupation, c'est de se dire finalement que moi qui suis par exemple africaine de la Caraïbe, donc, ou guadeloupéenne si vous préférez, j'aimerais apprendre cette langue-là aussi. Mais j'aimerais aussi que tous les Africains de la diaspora apprennent cette langue. Ainsi, petit à petit, on va commencer à créer cette unité. Et donc, quel que soit l'endroit où on se trouverait, eh bien, on serait liés par cette langue-là, en fait. Et donc, quelque part, on commencerait à construire les prémices d'une unité qui va se retrouver, quoi. Vous voyez, quand on parle des États-Unis d'Amérique, on ouvre les États-Unis aussi d'Afrique, et aussi comment peut-on créer les États-Unis d'Afrique sans langue commune, maîtrisée par tous. Donc c'est vraiment ça la nécessité de se donner les moyens de faire, à travers l'éducation, à travers le champ culturel, les apprentissages qui s'imposent, pour que chaque Africain maîtrise cette langue et commence à se voir, c'est-à-dire voir le visage de l'Africain dans le temps où il regarde, par exemple, une personne mélaninée et qui se sent déjà frère, en fait. C'est ça, en fait, moi. En fait, quand il parle de la diversité linguistique, il parle qu'il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être diversité, mais aussi il y a unité. Et c'est ça la richesse de l'Afrique. Il faut s'en souvenir, par exemple, que je prends par exemple le cas des Gaulois. Les Romains, ils ont conquis la Gaule. Mais ils ont pu détruire, ils ont détruit carrément la langue gauloise. Ce qui fait, comme disait le professeur Obiega, dans la langue française, qui est une langue romane, qui est la langue d'emprunt romaine, il reste à peine 100 mots gaulois. Mais là, quelque chose d'étonnant, c'est que l'Afrique a supporté, il y a eu l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, etc. Des trucs terribles au peuple de l'humanité. Et pourtant, les Africains ont conservé leur langue. Et pourtant, c'est le continent qui possède le plus de langues. C'est pour dire la résistance. Voilà. Il y a une langue mère, puisque Afrique Kama, c'est le berceau de l'humanité. Mais cette diversité, cette richesse
que nous avons sur ce continent, il y a une diversité. Quand le professeur parle de diversité, il parle de grandeur en fait. Mais il y a toujours l'unité derrière. Le titre Reconstruction du Nord-Atlantique, c'est d'un point de vue linguistique, montrer la parenté qu'il y a entre les langues de l'Égypte ancienne ou, si vous voulez, d'Afrique orientale, de l'Antiquité, avec l'Afrique centrale atlantique, donc chez nous. Voilà, c'est la parenté des langues africaines dans leur ensemble. Je reste toujours étonné de toutes ces ramifications. Moi, il faut que je l'étudie. Sérieusement, il faut que je l'étudie parce que j'étais encore trop dans les généralités. Mais là, il faut vraiment que je me penche plus sérieusement parce que c'est vrai, c'est costaud, c'est de la linguistique, c'est pas du roman. C'est scientifique. Donc il y a un raisonnement, il y a une argumentation, il va falloir suivre. Il faut vraiment suivre. Je pense qu'il a fait le maximum pour vulgariser, mais il faut vraiment avoir envie de se pencher sur cet immense travail, cette immense œuvre. Il faut avoir envie de plonger là-dedans. Brièvement, j'ai salué le professeur pour tout ce qu'il a fait pour notre public et pour le continent. Et j'ai quand même rappelé ce qui a été fait à Brazzaville par le président de la République. Il a honoré son vivant. Et cela a été fait aussi à Boundji par ses frères et sœurs. Et nous, qui sommes de la diaspora de Boundji en Europe, on a voulu faire le même, venir le saluer et le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour le groupe. Une dernière chose. Ainsi donc s'achève cette émission qui n'aura été que la synthèse du séjour du professeur Théophile Obenga lors de ses différentes présentations dédicaces de son dernier ouvrage. Merci à vous, oui, vous qui nous suivez un peu partout.